Il est en permission. Et son régiment nous a dit n'est pas rentré de permission, il est donc en absence illégale. Voilà, j'étais là, assis tranquillement. D'ailleurs, j'ai pris le train presque en marche. J'ai payé dans le train à ma place, le contrôleur est passé, je me suis dit voilà, je m'excuse, je suis arrivé en retard. Bon, à l'époque, il y avait j'ai payé, puis posé ma valise. J'ai dit je connais la frontière Saint-Louis, je connais très bien, je connais comme ma poche. Il y a la frontière suisse et la frontière française. C'est 1 mètre. D'un côté c'est la Suisse, de l'autre côté c'est la France. J'ai commencé à combiner, à cogiter pendant tout le trajet qui a duré quand même 6 heures, 6-7 heures. Bon, j'ai dit, je vais arriver, une fois arrivé à Saint-Louis, je vais baisser la vitre, donc, et puis je saute. Je jette ma valise, je saute, et puis donc je suis de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Arrivé donc en gare de Saint-Louis, le train a commencé à ralentir, il s'arrête, et c'est des portes automatiques, donc à l'époque c'était déjà l'automatisation des fermetures des portes. Je me lève, je fais ce geste, il y avait quelqu'un à côté, pour descendre la vitre, et il me dit, mais monsieur, ça se baisse pas. Alors là, le couple m'a été souple coupé, je me suis rassis, j'ai essayé d'être décontracté au maximum. Puis alors là, il y a une jonction qui se fait, c'est-à-dire, bon, il y a un douanier qui monte d'un côté, et un policier, un douanier policier. Et puis il faut la jonction. Ils arrivent vers moi, passeport, je fais ça, je lui donne le passeport, il ouvre. Et je me suis retrouvé avec des menottes. 10 joueurs réussissent à passer à travers les mailles et à prendre le chemin de Tunis. Mais le soldat Maouche, arrêté au cours de cette première opération footballeur du FLN, est passible du conseil de guerre pour désertion. Il risque le peloton d'exécution. Il va échapper au procès grâce à un puissant protecteur, le général Lott. C'est le président d'honneur de son club, le Stade de Reims. Maouche devient le soldat Hernandez. Il finira son temps dans un bataillon de chasseurs alpins à Chamonix. 2 années interminables. Maouche apprendra par les journaux que 2 nouvelles vagues de joueurs algériens ont rejoint l'équipe du FLN. Mais en novembre 1960, enfin libéré, c'est lui qui organise le 4e et dernier départ, celui qui fera définitivement disparaître les footballeurs algériens des stades français. Mission accomplie, tous les joueurs ont été contactés et informés sur les moyens de se procurer argent et faux papiers. Désormais, c'est chacun pour soi, pour rallier Genève, puis Tunis. Je suis arrivé au poste frontière, ce poste frontière, j'ai oublié le nom. Bon, j'étais là avec la voiture, je me mets en veilleuse, etc., très proche, à 3-4 mètres. Il sort la tête, il pleuvait. Il voit donc la voiture immatriculée, 9215 KC75, j'ai toujours le matricule en tête. Il y a le signe de la main. Moi, j'avais déjà enclenché la première. Ben, c'est une voiture qui partait très vite. Parti, donc le poste frontière belge qui n'était pas très loin. Bon, une fois à la frontière belge, c'était fini. Là, on fait le Luxembourg, une partie du Luxembourg, une toute petite partie de l'Allemagne. Je descends vers Bâle, de Bâle directement donc vers Lausanne, Genève. Voilà, tout ça en 48 heures, en moins de 48 heures. Et on est arrivé le 2 novembre donc 1960 à Tunis. Pour tout le monde, la vie en Tunisie, c'était... Comme j'étais le plus connu, on est venu me solliciter pour essayer de former une équipe combattante en Tunisie. La plupart des joueurs avaient déjà été contactés, donc j'ai répondu présent. Au sommet, j'étais au sommet, oui. J'étais au sommet, oui. J'étais titulaire en équipe de France. Ça a été vraiment pour moi l'apothéose, que je sois sélectionné puis en équipe de France. C'est sûr, c'est le vœu d'une carrière d'un footballeur, d'un sportif, que ce soit n'importe quelle discipline. De jouer en équipe de France, de représenter un pays, c'est beaucoup. Et en plus de remplacer un monsieur comme Jean-Claude, ça a été vraiment, pour moi, ça a été quelque chose d'inoubliable. Parce que Jean-Claude était quand même un des meilleurs centrales d'Europe. Je suis arrivé à lui enlever la place. J'ai joué à sa place, comme arrière central. À Paris, contre Di Stefano, là, on avait fait 0-0, et la France a été qualifiée pour la Coupe du Monde en 58. Si par exemple, la France avait perdu, la France aurait été éliminée de la Coupe du Monde. J'ai sauvé un but. Le ballon allait pénétrer dans le but, et j'ai réussi à faire la couverture de Colonna pour sortir ce ballon qui allait vers le but. Le sauveur de la France, d'ailleurs. J'aurais voulu faire la Coupe du Monde, par exemple, en 58. J'aurais voulu la faire. J'avais même demandé qu'on me laisse tranquille, et non, il faut que tu crois, tu vois. Donc j'ai loupé la Coupe du Monde. Mais
Le pays, quand on a besoin de quelqu'un, on ne peut pas refuser, c'est pas possible. On laisse des situations en or ou des fortunes colossales pour représenter un pays dans des moments difficiles. J'ai abandonné ma carrière sportive. Ma carrière sportive, et puis j'avais quand même une carrière footballistique professionnelle intéressante. De pouvoir jouer à l'étranger, de pouvoir faire la Coupe du Monde en 58, donc j'ai beaucoup perdu. Actualité de midi, une émission de Jean Calvel, Paul-Louis Mignon et Maurice Hutin. On peut dire sur le plan sportif qu'il y a des choses très importantes. C'est qu'une équipe comme Monaco, qui est deuxième du championnat de France et qui est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de France pour rencontrer Nîmes, est privée de 4 joueurs extrêmement importants. Zitouni, son arrière central, Ben Tifour, son ailier gauche, Boubacar, son gardien de but, et Bekloufi, un excellent avant. Ce sont des pertes très graves. C'est un coup sérieux pour Monaco. Et puis alors, c'est un coup sérieux aussi au portefeuille, si je puis dire. Ça fait 36 millions que la principauté va devoir retrouver quelque part. La Tunisie, indépendante depuis 1956, accueille tous les exilés algériens, militaires, politiques ou footballeurs. L'équipe du FLN y trouve donc tout naturellement son port d'attache entre deux tournées. Mais les joueurs partent quelquefois pendant 3 mois d'affilée pour populariser la lutte et aussi pour lever des fonds dans les pays amis. À l'époque, la FIFA, la Fédération internationale de football, ne se pose pas de questions. Elle n'envisage pas une seule seconde de reconnaître l'équipe du FLN, puisque l'Algérie est toujours française. La FIFA va même plus loin, elle menace d'exclusion tous les pays qui recevraient officiellement l'équipe du FLN. La France, membre influent de la fédération, est ravie. Mais d'autres pays membres, les non-alignés ou ceux du bloc de l'Est, sont bien ennuyés. Comment tendre la main aux footballeurs du FLN sans se faire exclure ? Ces pays de l'Est ont eu l'astuce de dire, au lieu que ce soit leur équipe nationale, de dire c'est de telle usine, Tractor, qu'on rencontrait, au lieu de dire l'équipe nationale bulgare ou autre chose, c'était le nom de certaines entreprises qu'ils avaient ou certaines sociétés. Alors ça passait sous silence. Et donc ces clubs n'étaient pas sanctionnés quand ils participaient en Coupe du Monde, dans les éliminatoires. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de jouer contre nous, parce que nous étions des déserteurs de la FIFA. Donc ils n'avaient pas le droit de jouer contre nous. Bon, c'était des matchs amicaux, mais c'est toujours sur autre chose. Parce que c'était pas... Nous, on était interdits de jouer à l'époque quand on a quitté la France. Quand on a quitté la France, enfin l'Angleterre, tout ça, on était interdits de jouer avec les clubs étrangers. On n'avait plus le droit, alors on mettait ça sur le coopératif, tout ça. Il y avait toujours une excuse. C'était une fausse étiquette, pour pas être voilà, pour que les clubs qui nous recevaient n'étaient pas sanctionnés par la FIFA. Un seul pays a le courage d'aligner son équipe nationale contre celle du FLN, le Maroc. Mais ce pays a une bonne raison. En avril 1956, le gouvernement français avait gravement porté atteinte à son intégrité en arraisonnant, en plein espace aérien marocain, l'avion des principaux dirigeants du gouvernement provisoire algérien. À Alger, dans les locaux de la DST, les 5 chefs rebelles capturés, Boudiaf, Aïd Ahmed, Kider, Ben Bella et Lashraf, se préparent à être transférés à Paris. Pour le roi du Maroc, Mohamed V, l'arraisonnement de Ben Bella était une question politique, bien sûr, mais aussi une question d'honneur. Le roi, qui estimait avoir failli à ses hôtes, voulait rembourser sa dette. En accueillant officiellement l'équipe du FLN, il reconnaissait implicitement la souveraineté algérienne, une insulte pour la France, une provocation pour la FIFA. Pour le Maroc, il y a un problème très important. Il ne faut pas oublier que les 5 ministres, ou les 4 ministres et un autre représentant du FLN, qui ont été détournés, pas seulement détournés, kidnappés, si j'ose dire, dans un avion en plein ciel, c'est les 5 qui se trouvaient dans un avion marocain, si j'ai bonne mémoire, le 22 octobre ou le 26 octobre 1956. Or, ils étaient là, les hôtes du roi Mohamed V, et évidemment, la France avait commis, ou le gouvernement français, moi je préfère dire le gouvernement français de l'époque plutôt que la France, hein. Le gouvernement français de l'époque avait commis vis-à-vis de Mohamed V un acte de piraterie internationale. Alors, que Mohamed V mette son équipe officielle à jouer contre l'équipe du FLN, ma foi, c'était pas très grave pour le gouvernement français de l'époque. Qui est le plus grand provocateur ? Est-ce le Maroc qui met son équipe à jouer contre l'équipe officielle algérienne, ou bien le gouvernement français de l'époque qui détourne en plein ciel un avion marocain dans lequel se trouvaient 5 ministres algériens? Voilà le problème. Les footballeurs marocains sont suspendus pendant 1 an, mais les footballeurs algériens, eux, poursuivent leur très longue série de tournées.
Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Pologne, URSS, Libye, Chine ou Vietnam, de 1958 à 1962, 91 matchs, 65 victoires, 13 nuls et 13 défaites. Les footballeurs algériens deviennent de parfaits ambassadeurs. On est allé dans des coins où on ne savait pas ce que c'était que l'Algérie, où se situait l'Algérie. On nous demandait est-ce qu'il y a des maisons, est-ce qu'il y a des tramways, est-ce qu'il y a des voitures, est-ce qu'il y avait des endroits où on croyait que l'Algérie c'était la jungle. Puis on expliquait, voilà, l'Algérie, non, les Français se sont servis, c'est vrai, mais ils ont construit, ils ont fait, on n'avait rien de sauvage. En Chine, nous sommes arrivés en tenue occidentale et ils nous ont rien dit. Mais ils nous avaient mis les ustensiles, la fourchette, le couteau, etc., mais à côté, les baguettes. Et puis, de nous-mêmes, nous nous sommes habillés comme eux, en bleu. Vous avez vu la tenue bleue, la casquette, et on leur a demandé la tenue bleue, et nous avons commencé à manger avec pour leur faire plaisir, pour leur montrer que, bon, l'Occident, c'est une chose, mais c'est surtout vous qui... Et puis c'était un pays qui nous a beaucoup aidés. À l'époque, il y avait Mao Zedong et il y avait le Premier ministre, c'était Zhou Enlai. C'est des personnalités, des monuments. Nous avons serré la main à tout le monde, mais celui avec lequel nous étions le plus copains, je peux dire, c'est le président du Vietnam, Ho Chi Minh. Et son ministre des Affaires étrangères, Pham Van Dong. On les avait battus à l'époque 7-0. Alors au dîner, il nous dit nous avons battu la France, vous nous avez battus, donc vous battrez la France. C'est diplomatique. Hein. Et vous deviez assurer la discipline de 30 jeunes de 20 ans? Oui. C'est quand un joueur arrivait en retard. Vous pourriez m'expliquer comment ça se passait? L'entraîneur prend une décision, il la communique à l'ensemble des joueurs et c'est à l'unanimité que la décision est prise. C'est bien simple, je crois qu'il s'explique très bien. Il signale que le frère Mekloufi s'est présenté au dîner prévu à 12 h avec 50 minutes de retard. Ce frère devra verser à la caisse de l'organisation une amende de 2000 francs. Cette sanction a été décidée en présence de tous les membres de l'équipe au cours d'une réunion organique du 15/5/1959 à Plovdiv, c'était en Bulgarie. Il ne décide pas seul, c'est en présence des membres de l'équipe, de toute la délégation. Si nous étions restés en France, elle n'aurait pas eu, par exemple, une telle teneur comme le président Boumedienne. Et il s'est permis à un moment donné, lors d'une soirée, de dire l'équipe FLN, ce sont des immortels. L'équipe FLN, ce sont des immortels. L'équipe FLN, ce sont des immortels.